Madame la secrétaire générale, Madame l'adjointe au maire, Madame la représentante du département, Mesdames et Messieurs, peu difficile pour moi, effectivement, d'enchaîner après une vingtaine de minutes de reproches, de critiques, d'expressions, d'insatisfaction. Mais je vais essayer de voir dans cette expression et sa forme un appel au dialogue. Et dialoguer, c'est bien la raison pour laquelle je suis ici présente. Vous avez voulu un discours de vérité, vous m'y avez appelé, et nous commençons à nous connaître, et vous savez aussi que c'est ma marque de fabrique. Donc vous me permettrez aujourd'hui de vous dire aussi les choses franchement et directement, même si pour certaines, nous resterons sans doute en désaccord, et même si effectivement ça ne permettra pas de répondre à l'ensemble des insatisfactions que vous avez exprimées. Mais je crois aussi qu'il faut savoir pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. En premier lieu, n'oublions pas la période. Nous sommes dans un début de mandat. Cela n'aura échappé à personne, mais il faut le rappeler. C'est donc une période de transition, une période parfois un peu compliquée, c'est ce que nous vivons actuellement, puisque inévitablement ça entraîne un ralentissement, voire de la suspension dans un certain nombre de processus ou de décisions. C'est en partie inévitable, nous le savons bien. Mais c'est aussi une période mobilisatrice, puisque ça permet effectivement d'envisager aussi de nouvelles lignes de perspective et de nouveaux projets, et vous avez dessiné quelques lignes possibles. Donc il faut aussi savoir gérer les premiers et s'emparer des seconds. Alors je vais commencer par les sujets qui fâchent, comme ça ce sera fait. Un certain nombre d'entre vous le savent, l'ensemble des textes, et je l'avais dit à vos représentants syndicaux à chaque fois que je les ai vus en bilatéral, l'ensemble des textes qui n'ont pas été publiés à la fin de la mandature précédente doivent être soumis de nouveau à l'arbitrage interministériel. Aucun accord précédent ne vaut plus. Donc pour tous ces textes, et vous les avez cités, je vais revenir dessus, nous avons depuis des semaines dû remonter à la discussion, déjà avec la fonction publique et Bercy, et demain, et aujourd'hui surtout, à l'arbitrage interministériel. C'est ce qui explique le retard, voire le blocage, il faut se le dire, de certains textes qui sont très attendus de vous, comme l'a rappelé votre secrétaire général. Je le dis aussi, je le regrette autant que vous, c'est une situation dont nous avons hérité, qui nous met clairement tous en difficulté. Je me mets dans cette difficulté-là parce que mes services, mon ministère, le ministère que je représente, les ont négociés, discutés avec vous et les ont portés et les portent. Et je comprends d'autant mieux pour ceux qui attendaient ces textes qui ont été concertés il y a déjà plusieurs mois. Je peux juste vous assurer qu'il n'y a pas un jour, pas une semaine, où nous ne relançons pas sur ces textes. Et notamment, c'est effectivement les textes sur les attachés et le protocole PPCR, l'administration hospitalière, les textes sur l'alignement des statuts des directeurs d'hôpital sur celui des administrateurs civils, les textes sur les directeurs des soins, comme vous l'avez fort justement rappelé, avec la revalorisation de leur NBI et de déplafonnement progressif de la part fonction, ou encore toutes les mesures d'accompagnement des GHT dont nous avions pu discuter et qui sont particulièrement utiles et attendues dans le contexte actuel dans lequel nous sommes. Même si en faisant aussi ouvertement état de cette situation, j'anticipe une insatisfaction, je souhaitais aussi vous répondre concrètement et sans faux semblant à vos interrogations sur ces textes et vous tenir le discours de vérité auquel vous m'avez appelé vous-même dans votre allocation d'ouverture. La situation est compliquée, le contexte général ne nous aide pas, vous l'avez bien compris, quand on parle de gel de la pointe de la fonction publique, de report de l'application de PPCR ou de rétablissement du jour de carence, c'est autant d'indicateurs qui montrent que l'importance aujourd'hui de la contrainte et qui laisse objectivement peu d'ouverture sur les avancées statutaires et indemnitaires. Mais je peux simplement vous garantir que nous nous battons sur ces dossiers pour que justement la fonction publique hospitalière bénéficie du même traitement que les autres fonctions publiques. Et donc aucun de ces textes n'est oublié de nous. Maintenant, je vais en revenir au thème de votre congrès. Évolution des besoins, transformation des métiers. Oui, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, vous êtes en première ligne pour le percevoir. Nous sommes bien dans une transformation en cours de notre système de santé. Et les mots ont du sens. Quand on parle de transformation, on est bien dans une notion d'accélération pour conduire les changements nécessaires à notre système. Et c'est bien ce que vous vivez au quotidien, ce sentiment d'accélération et de mouvement permanent. Ce changement n'est pas une fin en soi. Il est une nécessité pour préserver l'accessibilité financière et géographique de nos citoyens à un système de santé auquel ils restent très attachés et nous restons très attachés, un système solidaire dans lequel la qualité des soins est garantie et qui continue aussi à pouvoir intégrer demain le progrès technique et les bienfaits qu'il nous peut produire, notamment en termes d'amélioration des chances ou en termes aussi de confort de traitement. Ne l'oublions pas non plus, c'est bien ça qui est derrière l'ensemble des efforts qui nous sont collectivement demandés. Ce changement, il est à conduire dans un contexte compliqué et dans un contexte aussi paradoxal, à la fois avec une contrainte qui est bien réelle, que vous avez rappelée dans votre allocation,
et en même temps une aspiration également bien réelle à donner plus de souplesse aux acteurs. Au-delà des textes et des évolutions statutaires, dans votre allocation et dans les tables rondes des jours qui s'ouvrent, vous manifestez une inquiétude plus globale sur l'évolution de notre système de santé. Vous formulez une préoccupation centrale pour l'adaptation de nos organisations aux nouveaux besoins de santé et pour la qualité du service rendu à la population dans les champs sanitaires, médico-social et social. Et vous reprenez à votre compte de nombreux constats que nous partageons et qui sont ceux à partir desquels les autorités ont construit leurs stratégies successives, constats liés notamment à la démographie et au décloisonnement excessif de notre offre de soins. Ces orientations, vous l'avez dit aussi, elles figurent dans la stratégie nationale de santé qui est actuellement soumise à la concertation et pour laquelle d'ailleurs vous avez marqué votre satisfaction. Virage de la prévention, priorité de l'équité d'accès à la santé, qualité et pertinence comme élément central de la régulation de l'offre de santé et enfin encouragement à l'innovation. Je pense qu'on peut se retrouver sur ces orientations. Je pense que vous attendez maintenant des actions et des concrétisations. Concernant l'offre de soins plus particulièrement, la stratégie est tout à fait claire et sans ambiguïté sur les leviers activés. Poursuivre le mouvement de gradation des soins en accompagnant la modernisation de la première ligne de soins qui est clé pour toutes nos politiques de santé et en accélérant la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire. Il n'y a pas lieu pour nous d'opposer GHT et parcours patient. Il faut au contraire prendre conscience que chaque secteur de l'offre connaît des enjeux propres et que seuls des partenaires solides et structurés peuvent œuvrer de concert et au mieux pour offrir des organisations territoriales harmonieuses et pertinentes au regard des besoins. La SNS, la Stratégie nationale de santé, invite aussi à mettre en cohérence l'ensemble des leviers de planification et notamment en matière de droit des autorisations et de modèles des financements. Ce sont des travaux qui sont aussi devant nous et on vous rejoint effectivement sur la nécessité d'avancer sur ces sujets. Elle reconnaît par ailleurs les enjeux professionnels de la transformation en cours en faisant de la formation, de la gestion des carrières et de la qualité de vie au travail autant d'axes stratégiques prioritaires. L'avenir de cette transformation dépend désormais de plusieurs éléments que je souhaite évoquer aujourd'hui devant vous. Premièrement, la forte dépendance aussi de cette réforme, il faut aussi se dire les choses concrètement, à la posture que les responsables stratégiques adopteront. Les leaders locaux, qu'ils soient directeurs ou médecins, ou autorités d'ailleurs publiques, sont les principaux moteurs de la transformation des organisations et des établissements. Les exemples réussis de GHT, comme les situations enlisées le démontrent, ce ne sont pas bien souvent les dites impasses techniques ou juridiques qui pèsent dans la réussite ou pas des GHT telles que nous commençons à les observer, mais bien souvent aussi des impasses relationnelles ou, comme vous le dites vous-même, des réflexes tournés vers la loi du plus fort. Oui, bien sûr, c'est un exercice difficile que celui d'être directeur dans ce contexte. C'est accepter d'être celui qui équilibre les pressions et porte les enjeux auprès de ses communautés, celui qui perçoit la diversité des objectifs et des contraintes. C'est aussi celui qui est responsable de la définition du cap, du maintien du sens. Conduire la transformation, ce n'est pas effectivement simple, et certainement pas exécuter un plan qui est dicté par autrui. Et vous m'avez entendu dire en ce sens que mon souci aujourd'hui, justement, c'était de ne pas rajouter à l'interventionnisme ou à la règle, mais au contraire bien de vous donner la capacité à agir et de faciliter l'exercice des acteurs territoriaux. Donc la question qui nous est posée n'est plus de produire de la réglementation, de la législation, des guides documents techniques, mais bien de vous accompagner et de supporter le changement sur le terrain. Un autre élément crucial que je souhaite évoquer devant vous, en ouverture de votre congrès, c'est la nécessaire transformation des métiers et des fonctions. C'est le thème même de votre congrès aujourd'hui. Alors que je viens de l'indiquer, les directeurs portent la transformation, vos repères professionnels sont chamboulés, au point de se voir effectivement se dessiner un nouveau métier de directeur. Je ne néglige pas la perte de sens qui peut en découler. Il ne s'agit donc pas effectivement simplement d'accompagner des établissements par des appuis techniques. Il s'agit également de préparer des individus aux fonctions et métiers de demain, avec de nouveaux métiers également, qui mettront notamment plus en avant les dimensions coopératives et territoriales. Des premiers travaux en ce sens ont déjà eu lieu cette année, avec le séminaire sur l'évolution des métiers de directeur, qui s'est tenu en janvier et mai dernier, et que vous avez qualifié de séminaire de promenade. Vous me permettrez d'avoir une vision un petit peu différente. Percevoir ainsi ce travail mené, c'est mésestimer la profondeur de la réflexion à conduire, qui ne peut justement pas se résumer à un ou deux séminaires. On est, je pense, assez d'accord pour dire que ce n'est pas dans le cadre d'une ou deux réunions collectives qu'on peut traiter des sujets aussi importants et si structurels. Cette réflexion, du reste d'ailleurs, ne concerne pas seulement les directeurs, mais l'ensemble des personnels hospitaliers, vous l'avez rappelé aussi dans votre allocution,
hospitaliers et médico-sociaux. Et l'objectif dorénavant est d'avoir une approche plus globale qui intègre l'ensemble de la communauté hospitalière dans ses différentes composantes. Nos travaux, par la suite, ne sauraient se résumer à une approche catégorielle, car ce sont des fonctions qui sont en question dans le cadre d'une communauté hospitalière qui a évolué dans son ensemble, et non seulement des corps ou des grades. Ce plan d'accompagnement de la transformation des métiers et des fonctions, dans lequel on souhaite s'engager et sur lequel, hier, en comité de suivi GHT, nous avons fait une proposition concrète de méthodologie de travail pour les prochains mois, devra reposer sur 7 types de mesures. Les règles relatives aux responsabilités, compétences et prérogatives, la gestion de la démographie, les modalités de recrutement, la formation, le parcours professionnel, les communautés de pratique, les conditions d'exercice et la QVT. Je pense qu'on retrouve beaucoup des sujets que vous avez vous-même évoqués. La rémunération aussi que nous traiterons, mais qui ne pourra être la porte d'entrée de ce plan, même si je sais l'importance bien sûr que ça peut avoir, notamment pour une organisation syndicale aussi. Mais outre le contexte défavorable que j'évoquais précédemment, on ne peut résumer la question de la préparation des femmes et des hommes aux métiers et fonctions de demain aux questions indemnitaires, et je sais d'ailleurs que ce n'est pas ce que vous portez. Cette démarche que nous souhaitons coporter avec le CNG et avec le HESP, que vous avez cité aussi, donc on va conduire à se poser plusieurs questions. Par exemple, et je ne serai pas exhaustive, je le dis tout de suite pour éviter des malentendus, comme il y en a pu en avoir quelques-uns hier dans nos échanges au comité de suivi, quels besoins de professionnels pour demain? En conséquence, quelles modalités de définition des places ouvertes aux différents concours? Quelle gestion prévisionnelle? Pour quel métier? Et donc, quelles modalités de sélection? Quelle obligation de formation tout au long de la vie? Quel accompagnement du parcours professionnel? Quelle gestion et accompagnement des postes à haute responsabilité? Et bien d'autres questions. Ce sont d'autant de questions que nous devons inscrire à l'agenda de nos discussions de ces prochains mois et qui devront trouver place dans ce plan d'accompagnement à la transformation des métiers et fonctions, qui concernera donc tous les personnels hospitaliers et dont j'ai présenté les premiers éléments de méthodologie hier. Ce plan reprendra aussi, bien sûr, je le dis tout de suite, donc il sera concerté au premier semestre 2018, les travaux qui ont été conduits précédemment. Donc nous n'oublions pas non plus les travaux qui ont été conduits en la matière, car maintenant l'enjeu, c'est bien un plan d'action qui soit cohérent et qui devra être mis en œuvre dans un temps court. Mesdames et messieurs, ce matin, je n'ai tu devant vous ni les perspectives de transformation de l'offre de soins, ni les sujets difficiles, comme l'état d'avancement des textes. J'ai également entendu les autres points évoqués par vous, et notamment le haut degré, le haut niveau d'insatisfaction, de dépit, voire de colère, que je reçois comme un signal et auquel je prête la plus grande attention. Car j'ai été en première ligne ces dernières années, où j'ai quand même passé plus de temps en région que dans les arcanes ministérielles, pour connaître et bien comprendre les efforts qui ont été demandés aux hôpitaux et à leur communauté ces dernières années afin de consolider durablement notre système de santé, dont il constitue l'un des piliers. Je ne néglige pas non plus l'inquiétude que les transformations profondes en cours et la remise en question des organisations et fonctionnements peuvent susciter. Mais en revanche, vous comprendrez que j'adhère moins au discours d'une supposée légèreté, inconséquence, voire mépris, que dans la façon dont l'État traiterait les professions de santé. Ce n'est nullement le cas, certainement pas à la DGOS, et qui plus est dans la période actuelle. Je vous dirais concrètement, si c'était le cas, je ne serais pas là aujourd'hui à faire un baroud impossible entre Lille, Nancy et éventuellement le Sénat ce soir. Dialogue social, accompagnement des réformes, développement de la médiation nationale régionale, l'engagement de la DGOS est continu. Alors ne nous opposons pas, ne nous caricaturons pas, car nous avons une obligation commune dans nos champs de responsabilité respectifs, donner du sens, préparer l'avenir, accompagner l'évolution des métiers et des organisations, y compris sur les territoires avec les autres acteurs de santé. C'est ce que vous faites dans vos établissements, c'est ce que vous faites dans vos équipes, c'est ce que nous essayons aussi de faire, à plus modeste mesure peut-être, au niveau ministériel. Je vous remercie. CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.